Bonjour et bienvenue sur la chaîne des mondes connus. Votre serviteur François Maltran est heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro des personnalités des mondes connus. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir le chevalier en quête, Alessandro Ruiz Montillon de la Utrera Azul Sutec Plaza. Chevalier, nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites de bien vouloir venir sur les bureaux de CMC afin de pouvoir répondre donc à ces quelques questions lors de ce numéro spécial. La première question qui me vient à l'esprit est très simple. Quelles sont les fonctions d'un chevalier en quête? Eh bien, monsieur Maltran, il y en a effectivement plusieurs. Une qui est majoritaire, les autres qui sont primordiales. La principale est que nous représentons l'empereur Alexius au coude, que le pancréateur veille sur lui. Où que nous nous trouvions, nous parlons en son nom, nous apportons les volontés de l'Empire. Cela implique que nous devons nous faire entendre aussi bien d'un mineur de Tétis ou d'un duc dirigeant une planète. Il faut savoir adapter notre langage pour nous faire comprendre, savoir se faire obéir. Notre interlocuteur doit voir à travers nous la présence de la volonté impériale. C'est l'aspect diplomatique le plus important de nos fonctions. C'est pour cette raison que beaucoup de chevaliers en quête préfèrent se faire appeler chevaliers impériaux. Cela montre mieux ce rôle primordial. Bien entendu, nous ne faisons pas ce que nous voulons et nous devons aussi rendre compte à nos pairs, voire à l'empereur en personne, si nous avons froissé quelques personnalités. Nous avons aussi le devoir de nous dresser contre les injustices au nom des saines valeurs impériales, de défendre les plus faibles, respectant ainsi le code ancestral de la chevalerie. Quelles que soient les situations, nous devons faire au mieux pour défendre les intérêts de ceux qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Sa très haute majesté Alexius au coude a créé la Compagnie du Phénix dans le but principal de trouver une explication à la mort des soleils. Nous parcourons les mondes connus, ainsi que les autres, afin de rassembler toutes les informations possibles pour mettre fin à ce cataclysme. Nous avons aussi pour mission de surveiller les frontières des mondes connus et de les repousser en redécouvrant des mondes perdus, tels qu'Hiver, dont je suis revenu il y a peu de temps. Il nous est attribué de maintenir une bonne entente avec les races xénomorphes qui se sont intégrées à l'Empire, tels que les Vao, et combattre par tous les moyens les barbares Vulgorok. Nous avons toute autorité pour commander les légions impériales, quels que soient les corps. Nous pouvons passer par-dessus l'autorité du commandant d'unité, quel que soit son grade, et donner des ordres. Merci de toutes ces informations précieuses. Si nos téléspectateurs ont envie de devenir chevalier impérial, comment doivent-ils faire? Voyez-vous, monsieur Maltran, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, pour pouvoir postuler à passer les épreuves et suivre la formation, il faut être de sang noble. Dès la création de l'ordre du Phénix, l'empereur Alexius au coude a demandé à toutes les familles nobles d'envoyer leurs jeunes les plus courageux, talentueux et prometteurs afin d'intégrer cet ordre. Mais la qualité du sang ne fait pas tout, encore faut-il réussir les épreuves. Les épreuves de sélection, je n'ai pas toutes les détaillées ici. Je peux juste vous dire qu'il y en a qui sont basées sur le physique, sur le combat manuel, le maniement d'armes, ainsi que dans d'autres domaines tels que la danse, la rhétorique, les arts. Je peux vous faire une révélation cependant, si vous le voulez. Sachez que l'empereur Alexius au coude supervise en personne une des formations et juge lui-même une épreuve, et il est loin d'être indulgent comme juge. Réussir les épreuves de sélection, suivre les formations et être jugé apte au final est loin d'être facile. Nous sommes au sommet des troupes d'élite impériale. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai rejoint mon groupe pour les épreuves de sélection, nous étions 500. La promotion comptait 25 postulants et nous n'avons été que 2 élus au titre de chevalier impérial. C'est un honneur dont je suis fier et j'assume toutes les responsabilités qui vont avec ce titre. Merci beaucoup pour toutes ces informations, chevalier. Mais dites-moi, que deviennent ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas été choisis? On ne peut postuler qu'une seule fois pour devenir chevalier impérial. Donc, parmi celles et ceux qui échouent, s'ils le désirent, ils peuvent devenir fidèles impérial. Sachez que cette reconnaissance peut être accessible à tout le monde, quelle que soit l'origine et le sexe. Il suffit de vouloir mettre ses compétences au service de l'Empire. Un poste vous est alors attribué en fonction des places et de votre niveau de qualification. J'ai entendu parler de Vorox fidèles impériaux. Je n'en connais pas, mais je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Et vous-même, chevalier, quand vous n'êtes pas en train de parcourir les mondes connus ou perdus, que faites-vous de votre temps? Avez-vous droit à des moments de vacances? À notre niveau de responsabilité et de compétences, nous ne connaissons pas ce mot.
Nous avons droit à un peu de repos après des missions compliquées, délicates, mais même dans ces cas-là, nous pouvons être rappelés et envoyés en mission à n'importe quel endroit des mondes et à n'importe quel moment. Sinon, nous avons un poste fixe au sein de l'armée impériale dans un bureau, même si j'avoue ne pas y passer beaucoup de temps. D'où l'art de savoir déléguer et d'être entouré par des personnes compétentes. J'imagine qu'au sein même de la compagnie Phoenix, l'entente est cordiale. Monsieur Matran, je ne sais pas ce qu'il en est dans votre profession, mais vous vous doutez que nous avons tous de fortes personnalités, et il peut y avoir de temps en temps quelques échauffourées. Mais tout est mis au point, et ce qui est certain, c'est que toucher un chevalier impérial revient se mettre tout l'ordre à dos, ce qui vaut mieux. Quiconque ayant un minimum jugeote ne veut pas se mettre à dos une compagnie entière des personnes parmi les mieux entraînées, les plus puissantes et les plus dangereuses de notre communauté. Vous disiez avoir toute autorité pour diriger les légions impériales. Pouvez-vous nous en dire plus sur les troupes? Oui, bien sûr. Donc on trouve tout d'abord la marine impériale. Les 3 flottes sont de véritables armadas, toutes puissantes, modernes, soigneusement organisées, protégeant Byzantium Secundus, surveillant les Vaos et barrant l'accès à Stigmate. Héritage du premier empereur Vladimir Alecto, la marine impériale est le modèle idéal de toute flotte de guerre, que ce soit pour la noblesse, l'église, la ligne marchande, qui peuvent lui envier ne serait-ce que sa discipline et ses officiers en pair. On peut parler ensuite des pilotes de chasse. Ce sont des militaires aussi rares que tête brûlée. Ils forment une caste à part dans la marine impériale, dont le credo pourrait être vivre vite et mourir jeune. Tant leurs pertes sont effarantes. Cependant, leur efficacité stratégique est essentielle. D'autres troupes composent les marines et les maraudeurs. La construction d'un vaisseau est une opération incroyablement longue et coûteuse. Aussi, les diverses factions des mondes connus ont résolu le problème de la manière la plus simple. Ces derniers se lancent à l'assaut d'un navire ennemi, d'un vaisseau ennemi, transpercent sa coque et arrachent tout sa dessus. Les marines sont de loin les plus mal lotis, ils fantassins avec une formation éclair de quelques jours dans le domaine du combat en apesanteur, faiblement équipés, ils s'élancent d'un vaisseau à l'autre avec des grappins, c'est une carrière excitante mais souvent brève. Quant aux maraudeurs, ce sont de redoutables professionnels, équipés d'armes de combat, de propulseurs et d'armes dernier cri, de fléaux de tout équipage, craint même par les commandants. En ce qui concerne l'infanterie mobile, largués à bord de capsules individuelles depuis les plus hautes couches de l'atmosphère, ces soldats sont projetés à l'arrière des lignes ennemies et semer la plus grande bagarre. Et pour finir, pour parler des rangers, ce sont des yeux indispensables à chaque armée en déplacement, capables de naviguer sur n'importe quel terrain, quelles que soient les conditions. On dit d'eux qu'ils sont capables d'être invisibles face à l'ennemi. Ce ne doit pas être pour un chevalier de pouvoir se faire obéir de troupes aussi disparates. Au contraire, tous ces soldats nous respectent car nous suivons la même formation qu'eux et nous menons des combats avec eux. Vous voulez dire que vous-même, vous êtes déjà élancé d'un vaisseau spatial avec un grappin ou vous avez été lancé à bord d'une capsule depuis le ciel? Tout à fait, monsieur Matran. Comment diriger des troupes sans connaître exactement le travail que l'on exige d'eux? C'est ainsi que notre ordre conçoit le commandement. Ne pas exiger d'autrui ce que tu ne peux pas faire toi-même. N'est-ce pas trop compliqué d'être ainsi toujours seul face au danger? En réalité, très peu de chevaliers impériaux sont seuls. Au cours de mes missions, j'ai dû m'entourer de 3 ou 4 personnes qui ont su me prouver leur valeur et en qui j'ai toute confiance. Nous partons souvent en mission ensemble. Cela convient à notre autorité pour qu'il le but et la réussite de la mission. Je suis abasourdi d'entendre tout cela, chevalier. Plus vous parlez, et plus je comprends le respect que les mondes connus vous donnent. Sur un plan plus personnel, comme vous le disiez tout à l'heure, être chevalier en quête, impérial, ne se résume pas à être un combattant ou un diplomate. Quels sont vos hobbies, peinture, danse, poésie peut-être? En ce qui concerne la danse, comme tout noble qui se respecte, j'ai effectivement reçu des cours. Sans excéder outre mesure, je pense être un bon danseur. C'est très important, comme vous le savez, nous sommes souvent invités dans des événements mondains. Et il est normal que lorsqu'un bal est donné, nous devons y participer afin de ne pas passer notre hôte. Je pense qu'il en va de même pour toute personne ayant un poste à responsabilité, naviguant dans les hautes sphères. Manquer un bal est un manque de respect.
Pour ma part, j'ai un certain goût pour la poésie, j'aime en écrire de temps en temps durant de longs voyages. Cela occupe mon esprit et la gymnastique des mots, trouver des rimes, respecter certains schémas et codes est un vrai régal pour mon esprit. Et au milieu de tout ça, chevalier, que dire de l'amour? Pour l'instant, monsieur Matran, je dois dire que trouver une épouse n'est pas évident. Ma mission passe avant tout et je pense que vous avez compris que je n'ai pas une vie très stable. Trouver une personne qui partage ce rythme n'est pas une sinécure. Alors oui, une personne partage ma vie actuellement, mais nous ne pouvons pas envisager le mariage pour l'instant. Ce qui ne nous empêche pas d'être ensemble. Sur cette note que nous allons clore notre émission en votre compagnie, chevalier. Encore une fois, je vous remercie pour le temps précieux que vous nous avez accordé, ainsi que pour toutes ces informations qui, à n'en pas douter, auront captivé nos visionneurs. Sachez que toute la population des mondes connus est fière de la compagnie Phénix et que nous sommes à tout cœur, de tout cœur, avec vous, que vous puissiez trouver un moyen de sauver nos soleils et que vous mainteniez la paix dans les mondes connus. Le prochain numéro de personnalité des mondes connus sera consacré à une des artistes les plus en vogue, la très célèbre Médéa. Peut-être Oui, effectivement, nous connaissons. J'apprécie beaucoup l'artiste complète qu'elle est et je connais par cœur une bonne partie de son répertoire. Je ne manquerai pas de regarder votre émission, monsieur Matran. Merci, chevalier. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro de personnalité des mondes connus. Chevalier, je vous laisse le mot de la fin. Nous veillons sur les mondes connus, dans la volonté de l'empereur et sous le regard d'Hippocrate.